Et oui, nous en parlons maintenant avec notre consultant. Première question pour commencer déjà, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Alors, qu'est-ce qu'un minéral? Alors, un minéral, contrairement à la matière organique, parce que les éléments que nous avons, que nous consommons, alors, sont de deux genres. Il y a la matière organique, c'est-à-dire ce qu'on peut brûler, ce qui peut s'évaporer devant le feu. Et il y a l'élément qui est inorganique, que le feu ne peut pas consumer. C'est-à-dire que lorsque nous avons des minéraux dans un produit, qu'on y met le feu, l'eau s'évapore, la matière organique s'évapore, mais les cendres, c'est les minéraux qui constituent les cendres. Voilà. Donc on prend les cendres, c'est la matière minérale que le feu ne peut pas consumer. Très bien. Parce qu'on trouve les cendres. Merci beaucoup, docteur, pour cette définition technique. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous citer quelques minéraux, les étayer et puis nous les identifier dans tout ce qu'on a comme ingrédients aliments? Alors, il existe plusieurs types de minéraux. Plusieurs types. Il y a les minéraux, les macros, tels que le calcium, le magnésium, le chlore, le potassium. Donc, lorsqu'on parle de calcium, nous avons tous une idée du calcium, c'est-à-dire que le calcium a grandi. On trouve le calcium dans le lait, on trouve le calcium dans les produits animaux, dans la viande, dans le poisson. Donc, le rôle du calcium, c'est celui de permettre une activité au niveau du muscle, faciliter l'activité musculaire, aussi au niveau de la croissance, donc renforcer les os pour permettre aux enfants de bien grandir, aussi des athlètes de ne pas avoir les fractures. Il permet aussi en cardio. Le calcium permet aussi au cœur d'avoir une bonne activité cardiaque. Ça, c'est le rôle du calcium. On a aussi les minéraux tels que le sodium qu'on trouve dans le sel, qui permet aussi au sang de bien circuler. Et lorsqu'on a un taux de sodium trop élevé dans le sang, alors vous pouvez faire l'hypertension artérielle, ou même parfois aussi vous avez des pieds enflés, un peu au niveau des œdèmes, des parties interstitielles, donc vous avez ça. On a aussi, donc il y a dit le calcium, le sodium, on a aussi le magnésium qui joue aussi au niveau de l'activité musculaire. On a beaucoup. On a le potassium aussi qui permet aussi d'équilibrer le sodium au niveau de l'organisme. Donc il y a plusieurs types. On a aussi des minéraux de petit calibre, tels que le cadmium, qui jouent un rôle quand même au niveau enzymatique. C'est vrai que c'est rare qu'on entend par exemple le sélénium, mais généralement, ceux que nous voyons actuellement, ceux dont on entend toujours parler, il y a le magnésium, le zinc, le sélénium et de petites quantités telles que le sélénium, mais cependant qui jouent un rôle très important au niveau des enzymes, au niveau de l'organisme. Alors, vous avez cité le lait, vous avez cité le sel. On peut avoir d'autres aliments comme ça que nous consommons au quotidien avec des minéraux? Bien sûr. Alors, il y a dit le magnésium qu'on trouve dans l'eau. Dans l'eau que nous buvons. Parce que souvent, lorsque certaines personnes disent non, j'ai des crampes, on peut dire non. Allez manger un aliment qui est riche en magnésium. Par exemple, allez prendre du soja ou bien allez prendre la banane douce. Mais on oublie qu'il faut boire de l'eau. Parce que c'est l'eau qui permet de drainer les minéraux. Il ne s'agit pas de manger, mais il faut drainer les minéraux partout dans l'organisme. Donc, l'eau aussi, les eaux que nous avons, notre eau ordinaire ou bien l'eau minérale, contiennent aussi des minéraux. Donc, chaque fois que nous sommes en train de boire ces boissons, alors nous faisons rentrer des minéraux dans l'organisme. Donc, il y a le sélénium et le zinc qui on trouve par exemple dans l'escargot ou bien par exemple dans le poisson, qui permet aussi, le sélénium assure une bonne croissance, mais le zinc assure une bonne croissance, mais le sélénium aussi et le zinc ensemble, les deux, avec la vitamine C, ce n'est pas les minéraux, les deux aident aussi pour l'immunité, pour protéger contre l'immunité. Donc, ce sont des conseils que nous donnons aux personnes qui ont des petits bobos à tout moment de prendre souvent des produits qui sont un peu riches en zinc et puis en sélénium. C'est pourquoi il faut avoir une bonne alimentation, surtout un taux assez important de protéines, parce que les protéines apportent à la fois du calcium, du magnésium, du zinc, du sélénium. Donc, ce n'est pas la peine de... Surtout au niveau des enfants, souvent les enfants mangent les repas et puis arrivé sur les protéines, ils disent non, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils mangent le riz seulement avec la sauce, bien le foutou, l'igname. Arrivé par exemple, sur le poisson, ils disent ne mangent pas. Et c'est comme ça parce que généralement, ces enfants, souvent, ils ont des affections, souvent ils sont anémiés parce que c'est dans les protéines qu'on va trouver le fer. Le fer aussi est une matière minérale qui surtout œuvre dans la production du sang. Tout à fait. Donc, il y a cité calcium, magnésium, sélénium, le zinc,
le chlore, etc. Et surtout le fer qui aide dans la production du sang. Effectivement. Alors, docteur, là, vous nous avez donné quelques effets bénéfiques de la consommation des minéraux. J'ai une question à deux volets. On part d'abord sur le rôle que jouent ces minéraux-là dans l'organisme. Et puis, quel minéral à privilégier pour quelle pathologie? Alors, il y a plusieurs pathologies, mais souvent c'est des équilibres, c'est des équilibres que les médecins savent bien. Alors on apporte souvent en cardiologie, il y a certaines personnes qui ont des mauvais régimes. Souvent on a un régime alimentaire qui n'est pas bien équilibré. Je prends un exemple, on a vu plusieurs exemples, certaines personnes qui ont eu des problèmes de colopathie, des problèmes de colopathie, à qui on a dit ne mangez pas l'igname, ne mangez pas la banane, alors que ces aliments-là sont les sources de potassium. Les aliments tels que le potassium et l'igname, la banane, le taro sont... Donc, à force de faire un faux régime, ces personnes ont eu un déficit en potassium, lequel ont eu alors des activités cardiaques. Donc, en cardio, pour certaines maladies, lorsqu'on fait l'ionogramme, qu'on trouve que le taux de potassium est faible, alors on apporte du calcium pour équilibrer le cœur. Il y a ça. Il y a aussi souvent le cœur peut avoir une activité, mais souvent ça peut être aussi un déficit de calcium. Donc souvent c'est comme ça. Donc il y a plusieurs maladies dont on a besoin des minéraux, soit pour équilibrer, même dans le cas, il y a certaines personnes qui souffrent de coagulation sanguine, c'est-à-dire que certaines personnes pour les problèmes d'embolie ou bien autres maladies cardiovasculaires. Je dis pour beaucoup de cardiovasculaires parce que c'est là-bas que je suis depuis 12 ans, où je suis un peu les régimes des patients. Alors pour qui on donne souvent des anticoagulants. Alors ils prennent ces médicaments, alors ils ont besoin d'équilibrer un peu, équilibré par un taux des vitamines minéraux. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs affections. Mais pour certains, même pour l'immunité, comme j'ai dit, pour l'immunité, on a besoin de certains minéraux, tels que le zinc, le sélénium, qui vont accompagner l'autre vitamine, la vitamine C ensemble pour booster l'organisme. Alors, dans ce que vous avez cité, vous avez parlé de l'eau. Oui. L'eau qui est source de vie, très important pour nous. Alors, on va un peu s'attarder sur cet élément-là. À quel moment consommer l'eau? Comment consommer de l'eau? Parce qu'il y en a qui n'en boivent même pas toute une journée, on ne prend pas de l'eau. Et on attend d'avoir soif d'abord avant d'en prendre. Non, et la soif est une expression, c'est un peu criard. C'est-à-dire que depuis l'intérieur, le problème se fait sentir. Okay. Voilà, c'est la soif, ça sonne un peu comme un problème de déshydratation. Oui. N'attendons pas forcément d'avoir soif pour boire. On peut boire toutes les 3 heures. On peut boire le matin, toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Mais moi, pour les conseils que je donne pour ceux qui prennent souvent certains médicaments, je leur demande de boire toutes les 2h30, 8h, 10h midi, 17h. Faire un volume d'eau. Parce que ce qu'on recommande, ce qui est recommandé, c'est de boire un volume équivalent, c'est-à-dire que égal. Votre poids fois 30 ml. C'est-à-dire que si vous pesez par exemple 70 kg, vous le faites 70 kg fois 30 ml, ça fait près de 2 litres 2 litres 100. Voici un peu le volume. Alors, ceux qui ne boivent pas de l'eau, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que alors, ces personnes-là s'exposent à une déshydratation. Et surtout, si ils prennent des traitements médicamenteux, c'est très dangereux. C'est tout très dangereux pour le rein. Et je le dis, pour ceux qui prennent surtout des médicaments antihypertenseurs, c'est très dangereux de prendre des médicaments et puis de ne pas boire de l'eau. C'est très dangereux. Il dit dangereux parce que l'une des conséquences majeures, c'est le problème du rein. Le rein sera atteint. Il y aura une atteinte rénale. Généralement, on assiste à une hyperkératidémie qui va plutôt arriver à une insuffisance rénale. Stade 1, 2 ou bien 3, ça dépend à quel niveau. Mais il faut boire de l'eau. Et comme j'ai dit, le volume d'eau qui est conseillé de boire, c'est boire le poids que vous avez fois 30 ml. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez 80 kg, vous faites les 80 fois 30 ml, ça fait 2 litres 4 par là. 2 litres 4 que vous pouvez boire normalement en 5-6 prises. Et on a vu aussi que dans le cas de la gestion de certaines maladies rénales surtout, il y avait le volume d'eau à boire, donc j'ai dit, le volume d'eau, c'est 2,5 litres, mais surtout la répartition de la consommation en eau. Parce que certaines personnes boivent l'eau, 1,5 litre le matin, ils font une cuve d'eau et puis ils ne boivent pas toute la journée. Non, ça, ce n'est pas une manière de boire de l'eau. On boit de l'eau chaque 3 heures et n'attendez pas forcément d'avoir soif de boire de l'eau. Il faut boire de l'eau parce que l'eau contient de la matière minérale et c'est surtout l'eau qui va drainer la matière minérale que nous avons. C'est l'eau qui va les drainer. Donc, certaines personnes disent, non, mais depuis, j'ai des problèmes de crampes, je prends des magnésiums, ou bien des problèmes, je prends du calcium, mais mon problème de crampes demeure. On vous demande, mais
comment est-ce que vous buvez de l'eau? Non, je ne bois pas de l'eau, mais c'est l'eau qui va drainer. Et d'ailleurs, l'eau même contient des magnésium. L'eau même contient des minéraux. Donc, il faut boire de l'eau d'abord pour hydrater ceux que nous avons, pour drainer déjà des minéraux que nous avons fait rentrer. Mais en buvant de l'eau, nous faisons rentrer aussi de la matière minérale. La matière minérale. Voilà. Alors, docteur, on pourrait rallonger la discussion sur l'eau en référence de nos archives communes de vos différents passages. On sait que vous avez un avis très tranché quant aux différents types d'eau, eau minérale, eau de robinet. On va y revenir. Mais pour l'heure, est-ce que vous pouvez nous aider à faire l'identification d'un excès de consommation de minéral? Effectivement, lorsqu'on a un excès de consommation de certains minéraux, alors ça peut jouer sur l'organisme. Notamment dans le cas du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Donc, lorsqu'on a un excès de sel, un excès de sodium, alors on assiste à ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Souvent, lorsque nous avons un excès, surtout un excès de calcium, alors on peut assister à ce qu'on appelle les calculs au niveau du rein, c'est-à-dire que des formations pierreuses comme ça au niveau du rein. Donc, souvent, il y a des excès. Il y a des excès quand même qui peuvent créer certaines maladies. Le calcium peut jouer sur le rein, l'excès de sodium aussi peut jouer sur le rein, etc. Il y a plusieurs excès comme ça qui ont des conséquences sur... Voilà. Il y a certaines personnes qui disent non, qu'il faut boire de l'eau minérale qui est riche en calcium. Ils disent non, c'est bien. Mais la stratégie, le conseil que nous donnons, c'est que le calcium que nous trouvons dans l'eau, si nous avons une eau minérale qui est riche en calcium, le conseil que nous donnons, c'est que alors, dans l'organisme, ce calcium-là va empêcher la graisse que nous avons mangée. Donc, ça forme une formation qui ne peut pas passer dans le sang. Donc, on dira que je vais boire une eau minérale riche en calcium si je sais que je m'en vais faire un gros repas gras. C'est-à-dire que si vous êtes invité, que vous savez qu'en allant, vous n'avez pas vous abstenir, que vous pouvez manger un repas trop gras, alors en allant, vous pouvez payer une eau minérale riche en calcium. Vous voyez un peu, parce que l'excès de calcium dans cette eau va empêcher l'absorption de la matière grasse. Et qu'en est-il du quid pour les femmes enceintes à qui on conseille ou qui elles-mêmes s'orientent vers la consommation d'eau minérale? Donc là, il faut avoir une bonne consommation d'eau, parce que il ne s'agit pas seulement de faire entrer et d'absorber une eau parce qu'elle est riche en calcium, mais parce que généralement dans l'organisme, les minéraux agissent un peu et interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'on ne dira pas que non, comme par exemple vous manquez de calcium, donc buvez par exemple beaucoup d'eau riche en calcium pour compenser. Non, parce que pour métaboliser le calcium, on a besoin de magnésium à côté. On a besoin aussi de vitamine D à côté, on a besoin un peu de cuivre à côté. Dans le cas de la métabolisme du calcium, on a besoin de 4 éléments. Pour que le calcium soit métabolisé, on a besoin de cuivre, vitamine D, magnésium et calcium. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas en disant à une personne que buvez une quantité d'eau riche en calcium que nous allons soigner notre problème de calcium. Non, c'est plutôt qu'il faut équilibrer l'alimentation. Il faut équilibrer l'alimentation pour que tous ces 4 éléments arrivent ensemble. Et c'est lorsque ces 4 éléments seront là que le métabolisme sera fait. Voilà. Alors, vous avez parlé du cœur, vous avez parlé des reins. Quel impact cette baisse ou cet excès peut avoir, par exemple, sur les yeux ou bien sur d'autres parties de notre organisme? Oui, bien sûr. S'il y a un déficit en certains minéraux, alors on assiste à beaucoup de choses. Alors, dans le cas de déficit en magnésium, on assiste à un problème de crampes. Même on assiste aussi à une activité cardiaque qui n'est pas bien équilibrée. Voilà, vous allez voir que lorsqu'on a un manque criard de magnésium, le problème de crampes et puis le cœur aussi. Lorsqu'on a un déficit aussi en calcium et en sodium, parce que souvent à la maison, les parents, pour une question de maladie, alors vont diminuer leur consommation en sodium, en sel. Alors, lorsque le sel est beaucoup diminué, c'est le parent qui est malade, c'est lui qui a besoin de diminuer le sel, mais pas les enfants. De sorte que si le parent diminue sa consommation sur toute la maison, vous allez voir que les enfants aussi, les enfants vont subir l'effet d'une diminution de sodium à la maison. Donc vous allez voir ces personnes-là, les enfants auront une tension qui est très faible parce que les enfants ils subissent l'effet des parents. Les parents qui sont hypertendus, qui doivent diminuer le sel, mais lorsqu'on fait un régime pour tout le monde à la maison, vous allez voir que alors, les enfants qui ont besoin normalement d'un taux de sodium normal, alors lorsque le parent malade va diminuer le taux de sodium, alors la conséquence se fait sur les enfants. Donc on va avoir une hypotension chez l'enfant. L'enfant est tout le temps fatigué. Donc ça, c'est dans le cas du sodium.
On a aussi, lorsqu'on a un régime mal équilibré, certaines personnes vont dire non, moi je fais un régime, je ne mange pas le matin. Je ne mange pas le matin. Donc souvent, ces régimes-là, lorsqu'on le fait, on a les conséquences. Les conséquences, d'abord, ceux qui ne mangent pas le matin ou bien que non, je ne veux pas grossir, je ne mange pas le matin, je ne mange pas le soir. D'abord, ces personnes sont anémiées. Donc il y a un déficit en fer. En fait, ils sont tout le temps anémiés. Ils sont tout le temps fatigués, ils ne comprennent pas. Ils font tout le temps sous anti-anémique, mais ils ne comprennent pas tout le temps, ils sont anémiés. Mais on demande comment vous faites votre régime. Quand le régime est mal fait, alors il y a un problème d'anémie. Souvent aussi pour les personnes d'un certain âge, celles qui vont tendre vers la ménopause, les personnes qui sont ménopausées, souvent lorsque le régime n'est pas bien équilibré, alors on assiste un peu à ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire que leur os sera poreux parce que pendant longtemps, ils n'ont pas fait rentrer le calcium comme il fallait. Donc, ils ont suivi un faux régime, un mauvais régime, alors qui a fait que d'abord, il n'y a pas eu un apport conséquent en calcium. Et lorsque la ménopause arrive, survient, alors naturellement, cette maladie arrive. Mais lorsque il y a eu d'abord cet écart de régime, lorsqu'il y a eu un faux régime, alors qui vient s'ajouter à la ménopause, alors vous allez voir qu'à la ménopause, nous, on a souffre de fragilité osseuse, on a l'ostéoporose. Donc voici un peu des cas. Dans le cas d'un régime qui n'est pas équilibré, soit il y a un déficit en fer qui peut entraîner une anémie pendant longtemps, les personnes sont sous anti-anémie, qu'on ne comprend pas, ils sont fatigués. Il y a aussi le cas de parents qui, comme il est hypertendu, il doit diminuer le sodium, donc il diminue tellement le sel que les enfants, tout le monde subit à la maison, où ils sont fatigués, leur tension est très faible. Il y a aussi des cas de calcium où, par exemple, à la ménopause, les parents, voilà, on assiste un peu à une fragilité osseuse. La maman peut marcher et puis son pied tape un caillou. Oh non, son pied est cassé. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi un faux régime. Elle n'a pas apprêté la ménopause. Donc, voici un peu quelques conséquences. Lorsqu'on a un déficit. Docteur, vous parlez de régime, c'est très important. Hein. On va rester très pragmatique. Dans des foyers, ce n'est pas évident d'avoir plusieurs régimes pour chaque âge du membre de la famille. Alors, comment organiser les choses, harmoniser pour que chacun ait sa bonne dose de minéral pour rester en bonne santé? Alors, c'est que nous disons en général, en plus, souvent c'est du sodium qu'il s'agit, de sel qu'il s'agit. On demande aux parents, mais vous pouvez cuisiner. Au lieu de faire 2 cuisines à la maison, on fait une seule cuisine. Et au moment d'assaisonner, vous enlevez pour la personne à part. Ouais, voilà, on fait une cuisine normalement, c'est-à-dire qu'on n'assaisonne pas. On n'assaisonne pas. Et au moment où la sauce est cuite, ou bien presque cuite, qu'on doit assaisonner, alors vous enlevez pour le parent malade à part. Et puis maintenant, vous assaisonnez normalement pour tout le moment, pour le reste de la famille. Voilà, parce que faire 2 cuisines à la fois, c'est des dépenses. Mais c'est comme ça qu'il faudra souvent. Voilà. À part ça, les restes, je pense que quand c'est cuisiné ensemble, généralement, c'est la sauce, hein, quand c'est fait ensemble, généralement, c'est au niveau du sel seulement que le problème se pose. Donc c'est pourquoi on essaie d'orienter un peu les parents à ce niveau. C'est au niveau du sel seulement que le problème se pose. Alors, parlons du sel, on va rester là-dessus. Il y a souvent dans nos foyers nos mamans, des personnes qui font la cuisine, mais qui ne mettent même pas de sel. Et c'est assez à table qu'on se permet d'ajouter le sel. Votre avis sur Alors, cette méthode, c'est une manière de contrôler la consommation de sel. Okay. Lorsqu'on le fait comme ça, lorsqu'on le fait ainsi, alors on consomme moins de sel que lorsqu'on ajoute du sel dans les aliments parce que lorsqu'on ajoute du sel déjà en préparant les repas, alors souvent le sodium rentre tellement dans les différents aliments, les différents protéines à l'intérieur. Voilà, que souvent on ne sent pas, le goût. Il faut ajouter plusieurs fois pour que le seuil soit atteint. Voilà. Donc, en préparant, si on fait une sauce sans sel qu'on ajoute, c'est une manière aussi de le faire, mais l'intention, c'est de diminuer la consommation de sel. Et votre analyse sur le sel dit de pharmacie, comme on a l'habitude d'entendre trivialement, le sel médical et puis le chlorure de sodium que l'on consomme dans toutes les cuisines. Quelle est la différenciation, les bénéfices et les inconvénients pour chacun? Il existe plusieurs types de sel vendus en pharmacie. Il y a le sel normal que nous avons, le NaCl, le chlorure de sodium. Il y a lui. Il y a le sel aussi qui est conseillé, parce que nous avons le sel iodé. Le sel iodé, c'est-à-dire que ce sel-là, parce que nous avons besoin de iode dans le cerveau. Donc, pour éviter un peu les cas de... Et vous voyez souvent quand un enfant naît, par exemple, sous-mouillé ou bien s'il est né, on dit par exemple que quand la mère... Atteint de nanisme. Voilà, donc de nanisme. Alors et on dit quand la mère était atteinte, est-ce qu'elle était enceinte, est-ce qu'elle a dosé son taux de d'iode dans le sang? Souvent c'est un peu ça. Donc le crétinisme, le nanisme aussi, la sudimmunité, c'est un peu comme ça. Donc c'est le déficit un peu en iode. Donc
On dit souvent, il y a le sel iodé vendu en pharmacie, comme vendu en supermarché. Mais aussi en pharmacie, on a aussi des sels où, par exemple, le sodium a été remplacé par le potassium. Là aussi, c'est différent. C'est pour des rôles très, très différents. Il y a des sels, normalement, nous avons le NaCl. Mais souvent, en pharmacie, on a des sels qui, sous forme de KCl, c'est-à-dire que le sodium, le Na+, a été remplacé par le K+, c'est-à-dire que le sodium a été remplacé par le potassium. Et tout est fonction de ce que l'individu présente comme pathologie. Merci beaucoup, docteur Anvo, pour toutes ces informations en ce jeudi. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine, Dieu voulant toujours.